Donc, je m'appelle Daniel Eganser, j'ai 42 ans et j'habite en Suisse. Je parle pas parfaitement le français, mais j'essaye. Ici en Suisse, on parle l'italien, l'allemand et le français, mais normalement, je parle l'allemand. Mais voilà, bon, j'essaye de parler en français. Je fais mes recherches sur l'histoire internationale, donc l'histoire des... après la Seconde Guerre mondiale. C'est les sujets qui m'intéressent. Et j'ai écrit ma thèse de doctorat en histoire ici à l'université de Bâle sur les armées secrètes de l'OTAN. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y avait des armées secrètes de l'OTAN, mais là, j'ai travaillé 4 ans sur ce sujet et je pouvais montrer que le service secret des Américains, le CIA, et le service secret des Anglais, le MI6, qu'ils ont établi des armées secrètes en Italie, en Belgique, en France aussi, en Suisse aussi, en Norvège, en Turquie, en Grèce. Et ce qui est intéressant, c'est que la population ne savait rien du tout. Alors, je trouvais très intéressant parce que normalement, on pense on est bien informé si on lit le journal, si on regarde la télévision, mais ce n'est pas le cas. Pour les opérations Gladio, j'ai travaillé avec les documents du Sénat italien. Donc c'est le Parlement italien qui a fait des recherches sur le terrorisme en Italie et qui a dit qu'en Italie, on a eu des structures clandestines. On a eu justement cette opération Gladiant. Donc dans le service secret italien, il y avait un département très secret qui s'appelait Operazione Gladio. Donc c'était des hommes dans le service secret. Ils étaient liés à des gens de l'extrême droite. Et les gens de l'extrême droite, comme Vincenzo Vinciguerra, ils ont, eux, fait du terrorisme. Et c'était très compliqué parce que il faut quand même s'imaginer que si l'État fait du terrorisme, c'est délicat, hein, c'est très délicat. Et là, en 1990, le Premier ministre italien, Giulio Andreotti, a dû admettre que ces armées secrètes existaient. Dans les années 80, on avait un discours, mais en 1990, en 1990, Giulio Andreotti, qui à ce temps-là était le Premier ministre italien, a dû admettre, voilà, ils existaient, ces armées secrètes. Donc, on a là comme document le Premier ministre, ses confessions. Et il y a aussi le président Francesco Cossiga qui disait, oui, on avait en Italie une armée secrète, c'était les Américains, le service secret des Américains, le CIA, et les Anglais, le MI6, qui nous ont aidés de faire ces armées secrètes. Et on est fiers qu'on a pu garder le secret pour 40 ans. Puis il y avait tout un scandale parce qu'Andreotti a dit mais ce n'était pas seulement en Italie qu'on avait ces armées secrètes, aussi en Belgique par exemple, aussi en France, ces armées secrètes existaient. Et à ce moment-là, on avait le ministre de la Défense de la Belgique qui était en Rome. Et il se posait la question, moi je suis le ministre de la Défense, j'ai jamais entendu de ces armées secrètes de l'OTAN. Le siège principal de l'OTAN, elle est en Belgique quand même. Il me manque un peu d'informations sur ce sujet. Il est retourné en Bruxelles et ce jour-là, il a appelé son chef de l'armée, donc l'officier le plus haut, et il a demandé est-ce qu'on a. C'était Gouy quand même, le défense ministre de la Belgique, et il a appelé son chef de l'armée et a dit c'est vrai, est-ce qu'on a une armée secrète ici? Je viens d'Italie, les Italiens me disaient. Et le chef de l'armée disait oui, ouais, on a une armée secrète au sein du service militaire. Donc là, le gouvernement, il y a le département extérieur, intérieur, finance, économie et le ministre de la Défense. Et dans le ministre de la Défense, il y a une partie qui est le service secret militaire. Et dans ce service secret militaire, dans presque tous les pays de l'Europe, il y avait une structure clandestine
que les gens n'étaient pas au courant. Et en France, à ce temps-là, le président Mitterrand, socialiste, il disait non, des armées secrètes, il n'existe pas en France, qu'en Italie, qu'en Grèce, peut-être en Allemagne, peut-être en Belgique, mais pas en France. Et c'était drôle parce que Giulio Andreotti, le Premier ministre italien, a puis dit ah non, mais Monsieur Mitterrand, vous vous trompez. Parce que les membres du service secret français, eux aussi, ils ont pris part à la réunion à Bruxelles qu'on a eue en 1990, je pense en octobre, dans la dernière réunion avant que le scandale a éclaté. Et puis Mitterrand a dû admettre que la France aussi, elle a eu des armées secrètes. Et bon, à la fin, c'est toujours aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte parce que l'OTAN, elle ne veut pas parler de ça. Et le CIA, il ne veut pas parler de ça non plus parce qu'il y a tout un discours qui dit que ces armées secrètes, ils étaient liés au terrorisme. C'est correct. Aujourd'hui, on est 25 ans après que ce scandale a vu le jour, a éclaté. Et puis après 25 ans, les gens se posent la question, mais les historiens, comme moi je suis historien, ils sont quand même assez lents. Pourquoi ils ne trouvent pas la vérité plus vite? Il faut quand même se dépêcher un peu. Mais je dis, dans ce cas-là, ce n'est pas important de se dépêcher. Ce qui est important, d'être précis. Parce que c'est tellement délicat, on parle du terrorisme américain en Europe. Et quand même, je dis, le terrorisme en Europe, il a existé. On sait qu'on a eu du terrorisme en France, par exemple, dans le contexte de la guerre algérique. On a eu du terrorisme en Italie, en Bologne, on a à Piazza Fontana, en Milano, on a eu du terrorisme en Belgique, mais aussi en Allemagne, c'est clair, il y a eu du terrorisme. Mais on n'a jamais pensé que peut-être des structures clandestines, des structures des services secrets militaires auraient des liaisons avec du terrorisme. On a toujours pensé que c'est des extrémistes, des fous, on ne sait pas quoi. Et aujourd'hui, on voit ça un peu différemment. Je peux peut-être expliquer. Ce qui est sûr, c'est que l'OTAN a eu des armées secrètes. C'est l'OTAN qui l'admet, il n'y a pas de débat, c'est clair, il y a eu des armées secrètes en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Portugal, en Espagne, en Grèce, en Turquie, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Danemark, dans le Luxembourg, en Hollande. Donc, dans tous les pays de l'OTAN, dans la guerre froide, en Europe, il y a eu des armées secrètes, et aussi dans les pays neutres, comme la Suisse, l'Autriche, la Finlande et la Suède. Et là, c'est clair. Deuxième point, qui est aussi clair, c'est que le service secret dans chaque pays était responsable. Donc, en France, c'était le service secret militaire, Direction générale sécurité extérieure. En Suisse, c'était Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr, UNA. En Allemagne, c'était le Bundesnachrichtendienst, BND. En Italie, c'était le SISMI, le Servizio Informazione e Sicurezza Militare. Donc, généralement, on peut dire que les services secrets dans chaque pays étaient responsables. Troisième point, qui est aussi clair, il n'y a pas de quoi, c'est que le CIA, donc le Central Intelligence Agency, donc le service secret des Américains, et le MI6, qui est le service secret des Anglais, c'est eux qui ont construit ces armées secrètes après la Seconde Guerre mondiale pour combattre le communisme. Ils voulaient être sûrs que quand il y a une invasion en Europe par les Russes, qu'on a une sorte de résistance, c'est-à-dire quand l'armée normale serait battue, on a une deuxième option, qu'il y a des structures clandestines armées avec des explosifs, avec des structures clandestines pour lutter
pour lutter contre les Russes. Donc ça, c'est clair aussi, c'est une structure anticommuniste. La quatrième chose qui est claire, c'est qu'en Italie, on a trouvé des documents qui montrent que ces armées secrètes n'étaient pas seulement là pour attendre une invasion soviétique, mais aussi pour manipuler la politique en cas de paix, donc en cas d'émergence, en emergency situation. Et bon, là, c'est difficile de dire ce qui est une situation emergency, parce que normalement, chez nous, on dit, voilà, la démocratie, c'est le peuple qui gouverne, c'est la presse qui informe. Et voilà, il n'y a pas de armées secrètes en Suisse, en France, qui dirigent le pays et qui sont invisibles. Et c'est vrai que William Colby, qui était le directeur du CIA dans les années 70, il a admis qu'il y avait des stay-behind armées en Europe, mais il a dit que là, les armées secrètes n'avaient pas de lien avec le terrorisme. Et là, les magistrats en Italie qui font la recherche sur les armées secrètes disent que ce n'est pas la vérité. Et là, nous arrivons dans une zone qui est plus compliquée. J'ai dit les points qui sont clairs. Ils existaient, les armées secrètes, le CIA, le MI6, les services secrets européens, puis il y avait tout un bordel politique, les gens disaient non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais là, on est clair, avec les historiens, on a clarifié ça, que c'était des structures anticommunistes, c'est aussi clair. Qu'il y avait aussi des nazis en Allemagne, par exemple, des membres de l'extrême droite étaient dans ces réseaux, ça c'est aussi clair. Mais ce qui est très très délicat, c'est justement la question du terrorisme. Parce que le Sénat italien, il a dit explicitement, il a dit le terrorisme en Italie, on le voit maintenant, a été influencé par des gens qui étaient dans les structures de l'État. Donc les gens du service secret italien et aussi les gens qui étaient dans le service secret des Américains. Et là, c'est un rapport du Sénat italien du 2000, donc il y a déjà 15 ans. Nous avons des Européens qui disent justement les Américains ont fait du terrorisme en Europe. Et là, les Américains, ils ne voulaient pas confirmer ça. Ils ont toujours dit c'est pas vrai. On n'a jamais fait du terrorisme en Europe, on l'a peut-être fait en Nicaragua, on l'a peut-être fait en Chili, on l'a peut-être fait au Vietnam, on l'a peut-être fait en Irak, mais pas en Italie, pas en France, pas en Allemagne. Et pour moi, c'est un débat qui continue. C'est pas clair. Hein. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a du terrorisme. Et en Italie, un acte de terrorisme à Pétain en 1972, était justement un acte de terrorisme qui a lancé tout ce débat sur Gladio. Parce qu'un juge italien, Felice Casson, c'est lui qui a fait la recherche sur ce acte de terrorisme à Pétain. Il a tué quelques personnes, là, une bombe dans une voiture qui a explosé. Et Vincenzo Vinciguerra, c'était le terroriste qui était responsable. Et le juge, Felice Casson, c'est donc un juge italien, il a trouvé la vérité sur Peteano et il a demandé à Vinciguerra, pourquoi vous avez fait ça? Et Vinciguerra, il a expliqué quelque chose qui est très intéressant pour nous aussi aujourd'hui. Il a dit, avec le terrorisme, on peut très bien choquer la population. On a maintenant eu un acte de terrorisme à Paris en janvier 2015 et on l'a vu, les gens ils sont choqués. Et ce que Vinciguerra a expliqué déjà dans 1986, il a dit avec le terrorisme, on peut après faire du politique. C'est-à-dire, il faut attaquer les gens qui n'ont rien à faire avec la politique et puis après, tout un choc. Les gens, ils sont prêts à sacrifier les libertés. Avant, c'est très important, avant, ils ne sont pas prêts. Si avant, chez les gens, on dit, écoute, maintenant, j'ai besoin d'écouter ton cellulaire, ton téléphone. Les gens vont dire, mais ça ne va pas. Je ne veux pas. Je ne suis pas intéressé. Mais s'il y a un acte de terrorisme et le service secret ou le gouvernement, eh bien, il dit, chers citoyens, c'est grave,
c'est dangereux. Maintenant, on va écouter vos téléphones pour vous protéger. Les gens vont dire ah, très gentil, merci. C'est bizarre, hein? C'est la politique du terrorisme. Oui, non, ça ne va pas du tout. Non, mais ça va pas. Le terrorisme, on ne peut pas le faire. Ça va pas. Si on a une situation où le service secret fait du terrorisme, ça ne va pas du tout. Non, ça ne va pas du tout. Parce que pour les gens, c'est déjà très difficile de payer les taxes, des impôts. C'est dur. Les impôts, ils vont au gouvernement pour faire les écoles, pour faire les rues et aussi pour avoir le militaire, la police, le service secret. Mais si les impôts vont chez le service secret et le service secret fait du terrorisme aux gens qui payent les impôts, non, ça ne va pas du tout, c'est clair. Et là, peut-être en France, Admiral Pierre Lacroix, c'est le directeur du service secret français, il a dit il y a eu cette armée secrète aussi en France, Stay Behind, c'est le nom général, et il a dit qu'il y a eu un moment de tension en France, c'était les années 60, pendant la guerre contre l'Algérie, donc la situation était celle, l'Algérie était une colonie française, et le président de Gaulle, à ce moment-là, a décidé de laisser, de donner la liberté à Algérie. Donc c'était l'idée de Algérie algérienne et ne pas Algérie française. Et ce qui était intéressant, c'était qu'une partie du militaire français n'était pas d'accord avec le président français. Donc il faut se rappeler que le militaire français, comme tous les militaires dans tout le monde, sont des gens avec un esprit de vivre. Et ils ont perdu la Seconde Guerre mondiale, ils ont perdu la guerre au Vietnam, ils ne voulaient pas perdre la troisième bataille. La troisième grande bataille, c'était la bataille contre le mouvement indépendant de l'Algérie. Et à la fin, c'était le président français qui disait non, cette guerre, on va la perdre. C'est-à-dire, Algérie, elle va avoir la liberté, indépendance. Et pour une partie du militaire français, c'était en ordre. Il n'y avait pas de quoi, c'était le président qui le disait, alors d'accord, c'était comme ça. Mais une autre partie, des groupuscules, organisations armées secrètes et d'autres, il était vraiment fâché. Et aussi des structures, des membres du Stay Behind français, ils étaient très fâchés. Et c'est là, dans ce moment-là, que le Stay Behind, donc les armées secrètes de l'OTAN, deviennent, comme je dis, dangereuses. Parce que selon ce ancien directeur du service secret français, Lacoste, une partie du Stay Behind français a fait du terrorisme contre le président de Gaulle. De nouveau, nous avons une situation que ça ne devrait pas avoir lieu, des situations comme ça. On doit, premièrement, pas avoir une armée secrète qui n'est pas contrôlée par le Parlement. Deuxièmement, on ne devrait pas avoir cette armée qui fait une guerre secrète contre le président parce qu'elle n'est pas d'accord avec une décision politique ou une position idéologique. Car là, à la fin, ça devient une guerre civile. Et il faut quand même dire qu'à la fin, cette armée secrète n'a pas pu changer l'histoire dans le sens que l'Algérie n'est pas devenue indépendante. Donc on peut dire l'Algérie est devenue indépendante malgré ces interventions du Stay Behind. Mais pour les gens d'aujourd'hui, pour les jeunes qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, ou aussi pour les vieux qui ont 70 ans, qui s'intéressent à l'histoire ou à la politique internationale, j'explique toujours que même si on comprend qu'on pourrait faire une armée secrète, le problème c'est qu'on ne peut pas la contrôler. Si le Parlement ne sait rien de cette armée secrète, si les médias ne savent rien de cette armée secrète,
si même une grande partie du gouvernement, pas tout le monde, le ministre de la Défense normalement était informé, et pas toujours comme en Belgique, mais normalement il était informé aussi, le Premier ministre, le Président, normalement ils étaient informés. Mais voilà, ce n'est pas l'exécutif qui se contrôle, c'est le Parlement qui contrôle l'exécutif. C'est ça l'idée de la démocratie. Et s'il n'y a pas de contrôle, le problème du pouvoir mal placé, de la corruption, il existe et il a existé aussi en Europe. La menace communiste, non, c'était le plus important. Deuxièmement, ce qui était important, c'est de donner de l'argent, de donner du training. Donc les Américains et les Anglais ils ont donné de l'argent. En Italie, par exemple, on a eu une base de training, un camp militaire en Sardaigne. Et puis là, les Américains, le CIA, normalement, allaient en Sardaigne et ils disaient ah, c'est intéressant, là, Capo Maraggi, le training que vous faites, on vous donne voilà, des nouveaux armes, de la monnaie. Puis, non, c'était quand même. C'était l'idée d'avoir une force secrète en Europe. Et des membres des Special Forces américains, donc c'est the Green Beret, and the Special Air Service, the British Special Air Service, SAS. Eux, ils ont fait le training avec les Stay Behind et ils ont quand même eu l'impression d'être quelque chose de spécial. Et il y en a eu aussi beaucoup de gens qui pensaient que c'est très patriotique de le faire. Ils pensaient que c'était pour défendre le pays. Ils n'ont pas oublié, les gens-là, l'invasion de Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils se pensaient, bah, c'est une bonne idée d'avoir une résistance et de la faire déjà aujourd'hui. Et ils n'ont pas bien compris qu'une partie du réseau en Allemagne, par exemple, était dirigée par Reinhard Gehlen. C'est un général qui a aussi travaillé pour Hitler. Donc c'est bizarre. C'est les gens qui étaient antifascistes ou qui se rappelaient à la Deuxième Guerre mondiale, à Hitler, que eux, ils étaient dans un Stay Behind Network de longtemps, dans lequel, en Allemagne, on avait des gens qui venaient directement de la SS ou qui, comme Reinhard Gehlen, qui est devenu le directeur du service secret, le premier service secret en Allemagne, était un général qui a travaillé pour Hitler avant. Mais c'est les Américains, c'était Truman, président Truman, qui a dit « Ah, c'est très utile, c'est un homme très utile ». Pour le public, on avait Nuremberg, donc là, c'était clair, les Américains sont contre tous les nazis. Mais en secret, la politique secrète, je suis très intéressé sur la politique secrète, on a vu qu'ils ont pris certaines nazis, et ils ont dit oh, on va vous donner une nouvelle fonction, une belle fonction, on va vous payer. Vous allez travailler pour nous maintenant, pas pour Hitler, mais pour Truman. C'est fou. Ouais. Ouais. Et pour les... J'explique seulement pour les jeunes étudiants qui ont 20 ans, 25 ans, ils disent ah ben, je ne comprends pas. Les Américains, est-ce qu'ils étaient contre Hitler ou pour? Et je dis non, ils étaient contre. Ils disent oui, mais pourquoi ils ont pris le général Gehlen de Hitler, ils ont donné à lui un bel poste? Ils n'étaient pas contre, ils étaient pour. Je dis hey, c'est un peu compliqué, c'est la politique internationale. Et là, c'est toujours cette idée, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, Hitler, il était contre Staline. Les Américains, ils étaient contre Staline, ils étaient contre l'Union soviétique. Donc, ils ont recruté quelques gens de l'armée de Hitler pour combattre le communisme ou aussi pour contrôler l'Europe. Ils étaient toujours intéressés de contrôler l'Europe. Là, aujourd'hui, on a un Américain qui s'appelle Georg Friedman. Il a donné une présentation.
De Stratford, ouais, ouais. Il a donné une présentation il y a quelques semaines, dans 2015. Et il a expliqué quelque chose de très intéressant, un Américain. Il a dit, les Américains, ils ne peuvent pas contrôler l'Europe. C'est impossible parce qu'il y a beaucoup plus de gens en Europe. Et si on prend l'Europe et l'Asie ensemble, eurasienne, c'est encore plus grand. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est de faire de la confusion et de prendre un groupe contre l'autre et de donner un peu de l'argent ici et de manipuler un peu là. Comme ça, les Américains peuvent rester la puissance mondiale. Et il a dit, Friedman, c'est très intéressant, il a dit une bonne idée. Il a vraiment dit une bonne idée, c'est ce qu'a fait le président Ronald Reagan dans les années 80. Il a donné les armes et de l'argent à Iran et Irak, aux deux. Et ils se sont tués. Et Friedman dit, c'est pas moral, mais c'est une bonne idée parce que comme ça, Eurasie devenait plus faible et nous, on avait accès aux ressources. Mais c'est incroyable. Pour les gens qui regardent normalement la télévision, ils disent toujours, mais je pensais que c'est pour la démocratie. Non, mais non, c'est la géostratégie. Et là, nous avons un exemple que Friedman, il disait, une bonne idée, ce serait maintenant avec la guerre en Ukraine, le meilleur serait si les Allemands et les Russes, ils se tuent en Ukraine. Parce que comme ça, les deux, ils deviennent plus faibles et l'Amérique reste le plus fort. Et là, c'est cette version de pensée qui n'est pas bon. Je dis, je suis actif dans les recherches pour la paix. Et je dis, c'est un problème qu'on a toujours cette guerre secrète, le terrorisme manipulé, c'est difficile. Ça montre que toujours les guerres, il y a une manipulation. Mais il faut pas serrer les yeux. Hein. Il ne faut pas dire ça n'existe pas, j'ai honte, ou j'ai peur, ou c'est des conspirations, ou c'est je sais pas quoi. Hein. Les gens ils disent je ne veux pas en savoir, je préfère de voir un movie avec James Bond, et à la fin il gagne, après 2 heures tout se termine. Je dis toujours c'est plus intéressant de regarder la politique internationale actuelle. Comment la guerre en Ukraine, comment elle fonctionne? L'OTAN, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait dans la Seconde Guerre mondiale? Les armées secrètes, c'était quoi? Le terrorisme manipulé en Italie, comment ça marchait comment? Donc c'est ça que je recherche. Ah oui, non mais il dit clairement l'Amérique, et là je dois dire, je suis d'accord, l'Amérique est l'Empire. Mais ici en Suisse, je sais pas, en France ou en Allemagne, les gens ils ont honte de dire l'Amérique c'est l'Empire. The US Empire is a fact. If you don't realize that there is a US Empire, what have you been doing the last 20 years? Have you been sleeping? C'est-à-dire, si vous ne rendez pas compte de cette situation, que les vrais, que les actuels, je dis toujours, pour voir ce qui est un empire, c'est très facile. Tout d'abord, il faut voir qui est, disons, la puissance, la plus grande économie. C'est l'Amérique. Deuxièmement, il faut regarder what's the most important currency, donc la monnaie. Et c'est le dollar, c'est pas l'euro, et c'est pas le yen non plus, et c'est pas le Zimbabwe dollar, c'est le dollar américain. Troisièmement, il faut voir, et c'est pas le rouble non plus. Donc, troisièmement, il faut voir aircraft carriers, les grands bateaux, là où les avions peuvent, comment est-ce qu'on dit en français? Les porte-avions. Et les Américains, ils ont 10. Les Français, je pense, ils ont 1. Et normalement, ils ont 2. Et toujours en réparation. Non, je dis, voilà la situation réelle. Et quatrièmement, il faut voir qui a des bases militaires. Qui a des bases militaires dans tous les pays presque du monde. Pas en Suisse. Hein. Les Américains n'ont pas de bases militaires en Suisse. Mais par exemple, en Allemagne, les Américains ont une base militaire, plusieurs. La Ramstein, par exemple, elle est utilisée pour les attaques de drones dans tout le monde. En Cuba, bien connu, la base des Américains, Guantanamo, très connu. En Afghanistan, Bagram Air Force Base.
Dans le Kosovo, Campon Steel et Diego Garcia dans l'Indian Ocean. Il y en a plusieurs, 700 dans tout le monde. Et à la fin, je dis, les Américains, ils ont vraiment dominé aussi la culture internationale. Si vous regardez si vous allez ici à Bâle dans le cinéma, les gens maintenant ils regardent American Sniper. Ok, c'est un nouveau film et il montre la guerre en Irak, mais il le montre de la perspective américaine. À la fin, c'est un Américain qui est un héros. Et c'est fou parce que cette guerre, elle a pris la vie de 1 million de personnes. 1 million. C'est la nouvelle étude des médecins contre la guerre nucléaire. C'est une nouvelle étude qui va maintenant être publiée. 1 million. 1 million de morts. En Irak, seulement depuis 2003 jusqu'à 2015, 1 million de morts. 2003 même, après l'embargo. Ouais. C'est une nouvelle étude, International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Et là, je me pose la question, mais une guerre, 1 million de morts. Si l'Irak, s'il faut le reverse dans la tête, si l'Irak avait attaqué les Américains dans le 2003, et aujourd'hui, on aurait 1 million de morts, et les Irakiens font un film sur ce sujet, et à la fin, un Irakien qui ne sait pas quoi, un sniper irakien est le héros, et tous les gens en Europe le regardent et trouvent « c'est un film qui est vraiment cool ». Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une dominance culturelle. Vous faites une guerre, les gens ne comprennent pas les détails, et à la fin, vous faites un film sur cette guerre, et les gens pensent « voilà ce qui est fort, voilà ce qui est masculin, voilà ce qui est la puissance ». Moi, je préfère les films français. Alors là, je trouve beaucoup plus utile. Là, il y a plusieurs films que j'ai regardés beaucoup mieux. Donc, il y a aussi d'autres cultures. La culture française, il y a la culture allemande, et ça. Mais dans le domaine des films, c'est clair, c'est les Américains qui dominent. Et je me rappelle même, dans les années 80, quand j'étais un jeune homme, un teenager, je regardais Top Gun. Aujourd'hui, les gens ils ne connaissent pas ce qu'est Top Gun, mais c'est un film avec Tom Cruise. Il était dans un avion militaire, il était fort, je trouvais super. Même moi, aujourd'hui, je fais les recherches sur la guerre secrète. Là, j'avais 16 ans, j'avais aucune idée de la politique. Et je trouve, c'est un super film. Et après, je me rendais compte que si tu veux faire un film avec des avions militaires, il faut donner le script avant au Pentagone. Puis le Pentagone, il va dire, c'est un script qui est cool, parce que là, nous, on est les good guys. Et ils vont te donner les avions, tu peux faire ton film. S'ils n'aiment pas le script, ils ne te donnent pas le porte-avions, ils ne te donnent pas les avions, et à la fin, qu'est-ce que tu fais? Le film ne sera pas cool. Mais les jeunes, ils ne savent pas. Ils n'ont aucune idée. Donc, il y a un brainwash. Quand ils regardent American Sniper, ils n'ont aucune réflexion sur les Weapons of Mass Destruction, que c'était une des grandes histoires du 2003, que Colin Powell, qui était le secrétaire, Foreign Secretary, qui était là dans l'ONU, et il a expliqué que Saddam Hussein avait des Weapons of Mass Destruction. C'était pas vrai du tout. Mais si tu regardes le film, tu ne le sais pas, parce que dans le film, c'est pas marqué. Donc les gens, ils oublient. Et ça, je conclus, ça veut dire on est dans une situation d'empire américain, American Empire. Et les gens comme George Friedman, ils disent, ils veulent que les Américains soient les plus forts dans le 21st century. Comment est-ce qu'on dit? 21e siècle. Alors, franchement, je ne connais pas très, très bien la situation en France. Je suis ici à Bâle, je suis en Suisse. Et tous ces débats en France entre les intellectuels, je ne connais pas. Ce que je connais bien, c'est le débat dans l'Amérique, dans l'US. Et là, Noam Chomsky, qui est un professeur à MIT, il a dit très clairement, la situation de l'intellectuel, c'est « speak truth to power ». Donc, la position d'un historien comme moi,
c'est clair ce que j'ai à faire. Hein. J'ai à regarder la situation, tout d'abord. Je regarde le monde. Si 7 billions d'êtres humains, 200 pays, qui sont plus grands comme la Chine, d'autres qui sont plus petits comme la Suisse, mais un empire, l'Empire américain. Et là, je regarde la guerre contre l'Irak 2003, que des mensonges. 1 million de morts. Ah voilà, il faut le critiquer. Parce que si on ne critique pas les mensonges et 1 million de morts, à la fin, on perd l'humanité. Et donc, je pense que Noam Chomsky est absolument correct quand il dit « speak truth to power ». Il a même dit, donc en français, « speak truth to power », ça veut dire il faut dire la vérité au pouvoir. Et le pouvoir, il est là, c'est clair. Le pouvoir, à la fin, on m'a attaqué ici dans les médias et il y a aussi eu beaucoup de support. Il y a des gens qui disent finalement quelqu'un qui dit exactement comment la politique internationale fonctionne et qui ne reste pas avec des phrases de « on fait une intervention en Libye pour aider aux gens » et puis après 30 000 morts. Alors, excusez-moi, c'était pas exactement une aide. Hein. Et là, Noam Chomsky, il va jusqu'à ce point où il dit le pays qui fait le plus grand acte de terrorisme, c'est les USA. Et les gens, ils sont complètement... Mais est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il dit là? Le vieux homme, il a plus que 40 ans maintenant. 85, je pense. Il dit, c'est à cause des drones. Les attaques avec les drones, donc c'est les avions qui sont pilotés avec le joystick. Il y a plusieurs mille de morts. Et il dit, c'est du terrorisme. Et si on se rend compte qu'on a une situation avec le terrorisme des drones, alors c'est clair qu'il faut critiquer les Américains. Et je ne dis pas tous les Américains, c'est 300 millions, il y a beaucoup qui sont très gentils. J'ai bien voyagé en Amérique, j'étais à New York, c'est très intéressant à New York, c'est clair. Hein. Et puis j'étais à Florida, à Miami, à Seattle, à LA, j'ai bien voyagé. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont honnêtes, de bons gens. Mais ça ne veut pas dire que maintenant je trouve que c'est correct que le CIA fait de la torture. Là, il faut rester scientifique, il faut rester être humain, il faut rester avec les droits de l'homme, parce que c'est pas correct que le CIA fait de la torture. Alors, Non, c'est la France, l'Amérique et les Angleterre, eux ensemble, ont fait l'attaque contre Libye en 2011. Et moi, je dis toujours, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est juste? Si on le tourne et Kadhafi, en 2011, aurait attaqué Sarkozy, bombardé Paris, 30 000 morts, ça serait quand même faux, non? Mais évidemment. Et je comprends pas. il a juste financé la campagne de Sarkozy, il n'a pas... Non, mais je dis aux gens qui aujourd'hui s'opposent contre la torture, contre le terrorisme et contre la guerre. C'est vraiment ça les trois points les plus importants du mouvement pour la paix, mouvement pour la dignité. Et là, je dis clairement, je suis un scientifique qui est dans ce mouvement. On est des millions, il faut quand même le dire. C'est pas que tout le monde dit on aime la paix, la torture, le terrorisme, pas du tout. C'est plutôt la majorité qui dit on veut pas ça. Et si je reviens à ce point, le débat avec les Américains, c'est difficile, c'est vrai, parce que c'est le débat avec l'Empire. Donc, si dans une famille de 6 enfants, le père, il est là, le chef, et un enfant, il dit, mais c'est pas correct ce que tu as fait hier. Puis voilà, une gifle.
Et un autre enfant, peut-être, ose dire quelque chose, critiquer quelque chose. Et même la mère essaye de protéger l'enfant. Le père, peut-être colérique, mettons un peu extrême, il tue la femme. C'est possible, hein? On est dans une situation comme ça. Qu'il y a un discours sur le CIA, la torture, les gens disent c'est pas bien. Il y a un discours sur la guerre contre l'Irak, 1 million de morts. Des mensonges sur les weapons of mass destruction, c'est pas bien. Il y a un discours sur les drones, c'est pas bien. Et il y a aussi un discours sur Edward Snowden qui dit, écoutez, la National Security Agency, NSA, elle nous voit tout le temps. Et si on écrit un email, si on écrit un SMS, si on appelle quelqu'un, il peut quand même enregistrer tout, c'est la surveillance. C'est pas du respect pour ce qu'on appelle la zone qu'on veut être privé, the zone of privacy. Ils ne respectent pas du tout. Ils s'en fichent. Et aussi, c'est de l'espionnage économique. C'est en plus que ça. Et tout ça, je dis, j'ai participé à ce discours autour des Américains, autour des armées secrètes de l'OTAN. Si on voit les armées secrètes de l'OTAN, c'est aussi à faire avec les Américains, parce que dans l'OTAN, comme a dit le président Nixon, les Américains sont les plus forts. Ce n'est pas l'Allemagne ou l'Italie ou la France ou la Grande-Bretagne, pas du tout. La Grèce non plus, ils sont des membres de l'OTAN. Mais dans l'OTAN, c'est toujours les Américains qui sont les plus forts, et c'est aussi eux qui ont toujours la position du Supreme Allied Command Europe. C'est SACEUR. Maintenant, c'est Breedlove. Breedlove, c'est un nom extraordinaire, mais il n'y a rien à faire avec Love, parce que Breedlove, il est un général américain, et il essaye de vraiment intensifier la guerre en Ukraine. Si on regarde ce qu'il fait, il a déjà fait plusieurs fois, hein. Il a déjà plusieurs fois fait l'annonce que maintenant les Russes ils ont fait une invasion de l'Ukraine. Et ce n'était pas vrai. Donc il essaie c'est comme un petit feu, il essaie de faire le feu plus grand. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Moi, je pense, parce que les Américains, ils veulent la guerre en Ukraine. Ils veulent bien que les Allemands, mais aussi des Français, meurent en Ukraine, que des Russes meurent en Ukraine. Pourquoi? Ça, à la fin, va mettre l'Europe et l'Asie, Eurasie, plus faibles. C'est comme on a parlé de cette situation de George Friedman, de Stratford. Il y a cette sorte de Machiavelli thinking. C'est des géostratégistes qui ils veulent qu'une guerre détruise une partie de l'Europe. Et moi, je suis contre. Je suis complètement contre. Je trouve que ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Mais voilà, si les Européens disent « Ah, maintenant, dans l'OTAN, on ne veut plus le SACEUR soit un général américain », alors les Américains disent « Écoutez, ça a toujours été comme ça va toujours être comme ça. Vous pouvez faire le Secretary General, c'est toujours un Européen, mais il n'est pas tellement important. Hein. C'est Stoltenberg, un Norvégien maintenant. Avant, c'est Rasmussen, un Danois. Il y avait autrefois un Anglais. Avant, il y avait un Allemand, Werner. Mais ce n'est pas eux qui dirigent les armées. C'est le SACEUR, le Supreme Allied Command Europe. Donc, il faut regarder la politique un peu, les détails. Le problème, c'est qu'il ne faut pas rester devant la télévision. Il ne faut pas rester devant la télévision. Les gens, ils pensent, moi, je vais regarder le journal ce soir. Et j'ai déjà fait le test avec mes amis. Et je dis, maintenant, tu as vu le journal à 8 heures. Il y avait 10 informations, 10 stories. Qu'est-ce que tu te rappelles? Toujours, ils disent, il y a eu une guerre, quelque part, Ukraine. Hein. Et puis, je me rappelle très bien que Roger Federer, il a gagné, je sais pas, Wimbledon. Et je dis, très bien. Ah ouais? On se rappelle toujours le sport. Le reste, la politique internationale, on a une impression. Une impression, mais pas les détails. Et aujourd'hui, l'impression, c'est c'est Poutine. C'est Poutine qui, en Ukraine, est le mauvais. Puis je dis, mais l'expansion de l'OTAN, tu l'as vu? Non, aucune idée. Breedlove, tu connais? SACEUR, Supreme Allied Command Europe. Non, aucune idée. Les armées secrètes de l'OTAN, tu connais? Non, aucune idée. George Friedman, tu l'as vu à la télévision? Non.
pour moi, il y a toujours eu des gens qui ont fait des réflexions dans ce genre. Par exemple, on a eu dans les années 60 la guerre contre Cuba. Donc l'Amérique, l'USA contre Cuba, contre Fidel Castro. En ce cas-là, on tourne à l'année 1959. C'est Fidel Castro qui devient président de Cuba. Et les Américains, ils sont très fâchés, ils ne veulent pas, ils essayent de faire régime change. Un régime change, aujourd'hui, c'est le grand outil international. On a fait régime change au Irak avec Saddam, en Libye avec Kadhafi, en Serbie avec Milosevic. On a fait, maintenant, on essaye de faire régime change à Moscou avec Poutine, vraiment, il faut le dire. On a déjà fait régime change avec Yanukovych en Ukraine. On essaye de faire régime change avec Assad en Syrie. Et à la fin, il faut dire, après le régime change, qu'est-ce qui reste en Libye? C'est du chaos. Hein? Donc, ça à part, retournons à Cuba. Là, on a essayé de faire, les Américains ont essayé de faire régime change avec Fidel. C'est de changer le gouvernement. Là aussi, on a utilisé la guerre secrète, c'est-à-dire le CIA, Central Intelligence Agency, et ils ont fait une invasion, c'est la Bay of Pigs Invasion. C'était en avril 1961. Ah, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Fidel Castro, il restait au pouvoir. Donc, à ce temps-là, le président Kennedy est allé chez le Pentagone. Il a dit à la CIA, il a essayé de faire le régime change, ils n'ont pas réussi. Vous, au Pentagone, vous avez une autre idée. Et là, Lyman Lemnitzer, qui était le chairman of the Joint Chiefs of Staff, maintenant, c'est très important de comprendre ce qu'est ça. Le chairman of the Joint Chiefs of Staff, c'est l'officier le plus haut, le général des généraux. Il n'y a pas aucun général qui est plus haut. Donc, le chef du Pentagone, au-dessus, il y a seulement le Defense Ministre. Et après, le vice-président et le président. OK. Lyman Lemnitzer, il explique, ah oui, on pourrait quand même faire une guerre contre Cuba, mais avant ça, il faut faire une opération psychologique contre les Américains et les Européens, pour les convaincre qu'il faut faire la guerre contre Cuba. Donc, c'est exactement ce sujet dont je suis très, très intéressé, c'est Secret Warfare. Et qu'est-ce qu'il a dit, donc la guerre secrète? Il a dit, il faut faire sauter un bateau américain à Guantanamo et dire que c'était Fidel Castro. Donc, c'est ça, Strategy of Tension False Flag. On prend un avion, on prend un bâtiment, on prend une voiture ou un bateau. C'est toujours ça, bâtiment, avion, voiture, bateau. Quelque chose de grand. On fait le sauter et on dit c'était l'autre. Et les gens, ils regardent, ils sont tellement émotionnellement, ils sont tellement émus que ça marche. Deuxième idée qu'il a eue. On peut prendre des avions, j'ai dit il faut prendre quelque chose de grand. Un avion, et on envoie cet avion de Miami pour passer Cuba, et on dit c'est les étudiants qui sont en train d'aller chez les pauvres gens en Pérou pour les aider, parce qu'ils n'ont rien à manger. Donc une histoire émotionnelle. Et on pourrait faire exploser cet avion, qui en réalité ne sera pas un avion avec les étudiants, qui sera une drone, aucune personne dedans. Et puis après dire que c'était Fidel Castro, que lui, il est très méchant. C'est lui qui a attaqué les étudiants, qu'il voulait aider les gens. Il faut voir, c'est toujours des histoires avec des histoires très explosives. On prend un avion de la CIA et on dit c'est un avion avec les étudiants. On les met dedans, l'avion il découle, et pas trop loin, atterrissage. Mais, au même temps, on prend un autre avion en mid-air, on le remplace avec une drone. Ce n'est pas un avion avec des étudiants, c'est avec joystick, quelque chose dans l'air. Puis on fait une explosion et puis à la fin, pour les gens, c'est impossible de le voir qu'il y a une substitution. Et ça, c'était en quelle année? 1961. 61. Ouais. Et après, ils ont dit 62. Excusez. Et l'autre idée, c'était on pourrait quand même faire du terrorisme à Washington ou à Miami. Donc,
faire du terrorisme. C'est ça exactement que je fais les recherches en Europe. Faire du terrorisme contre la population. Ça, c'est le terrorisme de l'État. Et là, il a dit, ça, c'est les idées que j'ai. À la fin, si on fait ça et on dit que c'était fidèle, on présente une documentation manipulée, les gens, les Américains, aussi les Européens, ils seraient complètement convaincus que maintenant il faut faire la guerre contre Fidel parce qu'il est méchant. Et là, c'est Operation Northwoods. C'est le document. Et aujourd'hui, ils étaient top secret pendant plusieurs années. Et maintenant, on a ces documents. Et pour nous, comme historiens, je dis toujours, on est peut-être long. On n'est pas vite. Hein. On est long, mais on est précis. Maintenant, je peux justement préciser qu'il y avait cette idée dans le Pentagone de faire la guerre secrète. Mais il faut aussi dire, pour Kennedy, qu'à lui, il n'était pas d'accord. Donc il a dit, on ne va pas faire ça. Et malheureusement, il a été tué après. En 1963, à Dallas. Une grande discussion qui a dû être Kennedy. Une grande discussion. Est-ce que vous pouvez expliquer aussi comment est-ce que ce document est sorti du Pentagone? Vous savez, vous connaissez l'histoire? Je sais seulement qu'on a ce document depuis l'année 2000, je pense. Et je pense que c'est un journaliste, James Bamford, qui a publié un livre très, très intéressant sur la NSA. Il a critiqué la NSA il y a plusieurs ans avant d'Edward Snowden. Mais les deux, ils ont raison. Il faut quand même critiquer la NSA pour la surveillance globale qu'elle fait. Mais là, le document a été, je pense, atteint par un Freedom of Information Act. Donc, c'est une loi en Amérique où on peut demander au gouvernement de déclassifier du matériel. Après un certain temps, moi aussi, j'ai fait un Freedom of Information Act avec la CIA sur l'opération Gladio, mais j'ai rien reçu. Rien? Non, j'ai rien reçu. Non, jusqu'au jour, j'attends encore, mais ils n'ont pas envie de me donner des documents. Mais aussi l'OTAN, j'ai demandé des documents sur l'opération Gladio, ils ne veulent pas me donner. Parce que là, dans les réunions du Allied Clandestine Committee et Clandestine Planning Committee, c'est les deux structures en Europe où, où les services secrets se sont rencontrés. Je voudrais bien voir les documents si eux, ils ont aussi parlé du terrorisme. Parce qu'en Suède, il y a tout un débat si les armées secrètes ont tué Olof Palme, qui était le Premier ministre. Et lui, il voulait faire une zone qui était une zone de la paix. Et l'OTAN, elle avait peur. Et là, il y a tout un débat si les armées secrètes ont tué Olof Palme. Il y a tout un débat si leurs armées secrètes étaient liées au terrorisme de Munich, 1980. C'est München Oktoberfest. Il y a un grand débat là-dessus. On ne sait pas la vérité. Un troisième débat, c'est avec Bombelair. C'est une série d'explosions au Luxembourg. Avec les Brabant Massacres à Belgium, il y a tout un débat, ce qui s'est passé là, si les armées secrètes de l'OTAN étaient mêlées à ça. On ne le sait pas encore. Mais je dis, aujourd'hui, il faut faire la recherche sur la guerre secrète. C'est très important pour le mouvement de la paix, pour aussi pour que les citoyens soient bien informés. Je dis, le terrorisme manipulé, il existe. C'est ça que les gens doivent comprendre. Là, je peux le prouver avec les armées secrètes de l'OTAN. Et je peux le prouver avec Operation Northwoods. Même si Operation Northwoods, à la fin, ils n'ont pas fait le truc. Mais là, on peut prouver que le Pentagone a réfléchi sur le terrorisme manipulé, comme il peut être utile pour faire une guerre. Et là, avec le World Trade Center en 1993, j'ai vu que le FBI a manipulé le matériel, ça j'ai vu, mais je n'ai pas regardé les détails. Ce que j'ai regardé, c'est 2001, le 11 septembre. Et là, tout de suite, un mois après l'acte de terrorisme, on a eu la guerre contre l'Afghanistan. Et la France, elle a participé. Et l'Allemagne, elle a participé. Le Canada,
il a participé. Donc une guerre internationale qui continue aujourd'hui. On est en 2015 maintenant. C'est 14 ans de bombardement d'Afghanistan. Donc c'est plus long que la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est clair pour les historiens, ça devient important de réfléchir sur le sujet. Et je dis toujours, ça a tout commencé avec le 11 septembre. Et là, avec le 11 septembre, on a deux possibilités. Ou Bush a dit la vérité, et c'était vraiment Bin Laden en Afghanistan avec ces terroristes qu'ils ont fait. Donc on voit une certaine logique. Mais si le 11 septembre est un mensonge, alors là, la guerre contre l'Afghanistan devient sans base. Alors ça serait grave. Pour expliquer pourquoi, vous m'avez demandé pourquoi le 11 septembre, le terrorisme, les guerres, l'Amérique Empire, pourquoi c'est tellement difficile pour les intellectuels en France d'en parler. Je dis aujourd'hui, ce sont les sujets les plus délicats, parce que moi j'ai 42 ans, je me rappelle très très bien où j'étais le 11 septembre, et tous les gens qui ont plus de 20 ans, ils se rappellent où ils étaient. C'est comme, c'est un événement de l'histoire contemporaine très important. Et aussi les gens qui vivent en Afghanistan, pour eux c'est très très important. Et aussi les gens qui vivent en Irak, pour eux c'est très important parce qu'on a essayé de convaincre les soldats américains que Saddam Hussein avait quelque chose à faire avec le 11 septembre. Ce n'était pas vrai du tout. Mais si on analyse aujourd'hui les casques, ce qu'ils portent, il y a des peintures des Twin Towers sur les casques. Et c'est pour les soldats de réfléchir, qu'est-ce que je fais ici en Irak? Pourquoi je tue les gens? Pourquoi je tue des enfants, des femmes? Et ils réfléchissent et ils pensent, je fais ça parce que Saddam Hussein nous a attaqué le 11 septembre. Et là, je peux dire, comme historien, c'est complètement faux. C'est comme si quelqu'un vient et dit « Ah, je suis ici à Paris, donc je dois être en Italie. » Je dis « Non, là, vous vous trompez. Si vous êtes à Paris, vous êtes en France. Si vous êtes en Italie, vous n'êtes pas à Paris. » Mais pour les soldats, ils n'ont pas beaucoup d'éducation. Ils ont été très, très manipulés. Et aussi pour les gens en Afghanistan, c'est 220 millions de morts. 220 millions de morts. C'est beaucoup, hein, 220. Eux, ils savent. Eux, ils savent. Et c'est pour cela il y a un grand débat sur le 11 septembre. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en Europe, pourquoi en Amérique, vous dites, oh, on ne fait pas les recherches, on a entendu du terrorisme manipulé, mais on n'ose pas y parler parce que peut-être il y a quelqu'un qui nous critique, peut-être on va perdre l'emploi, ou il y a un voisin qui dit que je suis fou, ou un conspirationniste, ou je ne sais pas quoi. Donc les gens en Amérique, ils ont peur, les gens en Europe, ils ont peur, et les gens en Afghanistan, en Irak, ils meurent. Mais ce n'est pas ça, non? À la fin, il faut quand même avoir des gens comme... Je trouve Noam Chomsky, il est absolument roi. Il a raison. Il dit, you have to speak truth to power. You have to look at the American empire and if there's something you think is wrong, like torture, like terrorism, like war, say it. Et puis lui, il n'est jamais au CNN, jamais. Il n'est jamais au Fox News. Mais il a publié beaucoup de livres. Il y a beaucoup des Américains aussi qui réfléchissent sur cette situation. J'ai vu une interview où il a dit, le 11 septembre, il ne peut pas s'imaginer, Noam Chomsky a dit, que le gouvernement de Bush, de Cheney, qu'ils ont manipulé la temps. Il dit, maintenant, comme je me rappelle, il a dit, là, ça serait trop compliqué. Là, je dois dire, je ne suis pas d'accord avec Noam Chomsky, parce que pour moi, il reste trois possibilités. La première possibilité, j'appelle surprise. Cette théorie, c'est que Bush a dit la vérité, que vraiment Osama Bin Laden a fait le terrorisme du 11 septembre, que c'était 19 terroristes qui ont attaqué les Américains, donc Mohamed Atta, Marwan al-Shehri et tous les autres.
c'est difficile à mémoriser les noms. Et donc, l'histoire officielle. Donc, c'est aussi une conspiration, mais une conspiration officielle. Première possibilité, ce qui est passé le 11 septembre. Surprise, je connais cette théorie surprise. Deuxième théorie, c'est LIHOP, Let It Happen on Purpose, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on dit Let It Happen on Purpose? Laisser faire. Hein? Dans ce cas-là, Bush et Cheney, ils sont des criminels. Ils ont vu comme Bin Laden a voulu attaquer l'Amérique, mais eux aussi, ils ont voulu faire des guerres. Ils ont voulu faire la guerre contre Afghanistan, contre Irak. Ils ont voulu faire la surveillance des gens. Ils ont voulu faire plus de la monnaie pour le Pentagone. Donc, ils ont dit, c'est utile ce terrorisme. Donc, on laisse faire. Donc, il y a deux qui sont culpables. Il y a Bin Laden et il y a Cheney, les deux. Et troisième théorie, c'est MIHOP, Make It Happen on Purpose. Dans ce cas-là, Bin Laden n'a rien à faire avec l'acte de terrorisme. Les vidéos qu'on a vues, c'est les vidéos fabriquées et c'est les services secrets américains qui ont fait toutes les attaques, tué 3000 personnes pour choquer le pays. Donc, Operation Northwoods, mais vraiment le faire. Pas seulement réfléchir, mais vraiment le faire. Et je dis toujours, et je dis à mes étudiants, j'ai fait un cours à l'université de Zurich et à l'université de Bâle, avec les étudiants de l'histoire contemporaine, j'ai dit, ces trois théories, surprise, LIHOP, MIHOP, il faut y réfléchir. Il ne faut pas tout de suite dire, ah, je suis pour ça, ou je suis pour ça, ou je suis pour ça. Ça, c'est la vérité. Il faut rester flexible. Il faut poser les questions. Et moi aussi, je reste flexible. Je dis, ce n'est pas encore ce qui s'est passé. On est 2015, il faut plus de recherche, mais il faut un discours sur 11 septembre, clairement. Et justement, il faut un discours sur le World Trade Center 7. Parce que le World Trade Center 7, c'est un bâtiment à New York qui est tombé et il n'a pas été frappé par un avion. Et ça, c'est bizarre, parce qu'on a les Twin Towers, World Trade Center 1 et 2, they get hit by a plane. Donc, ils ont frappé par un avion, et puis il descend. Et après, un troisième bâtiment, il descend aussi, mais il n'y a pas d'avion. Donc, si quelqu'un est vif, qui est intéressé à la politique internationale, il va tout de suite faire des recherches sur le World Trade Center 7. Et il va trouver il y a tout un débat où le bâtiment a été détruit avec controlled demolition, avec des explosifs, ou il a été détruit à cause du feu, parce qu'il y a un petit feu. Et là, le débat, il reste, il va continuer, mais maintenant, on a un architecte américain qui s'appelle Richard Gage, qui fait un tour en Europe, et il parle du bâtiment 7. Et moi, je trouve qu'il a raison, qu'il faut en parler. C'est le 11 septembre, pour moi, c'est pas clair. Bon, il y a plusieurs aspects sur le 11 septembre. Il y a le Anthrax Weapons, où tout d'abord on a dit oui, c'est Al-Qaïda, et après on a trouvé c'était des Américains, où il y a toutes sortes d'éléments qui sont difficiles. Les délits d'initié. Put option. Ouais, ça, il y a un professeur ici en Suisse, Marc Chenet, qui a fait les recherches sur put options on American Airlines and United Airlines. Et voilà, ça c'est clair, c'est insider trading. Et ça, quand même, il fallait savoir qui était là, parce qu'une put option, c'est une spéculation que le prix d'American Airlines va baisser, ou de United Airlines va baisser. Et là, les gens qui ont c'est comme au casino, hein, on fait un bet, you put a bet. Comment est-ce qu'on a un bet? Paris. On fait un pari. Et puis après, comment est-ce qu'ils ont pu savoir ça? Oui, mais ça, on appelle une position a priori. C'est-à-dire, on prend une position avant d'avoir les détails. Et ça ne va pas du tout. Mais je dis vraiment à tout le monde en France, à tout le monde en Suisse, Romandie, d'avoir l'intérêt, tout d'abord, au thème de guerre et de terrorisme, et aussi l'avoir
intérêt des thèmes internationaux, de l'histoire contemporaine. C'est des thèmes très, très importants. La guerre en Irak, le Afghanistan, les drones, tout ça, très, très intéressant. Et qu'ils font un discours qui est ouvert. Je dis, je suis très prêt à écouter quelqu'un qui a une autre position sur la guerre contre Irak, qui dit, mais non, ce n'est pas 1 million de morts, c'est 200 millions. Non, 200 000 morts. Alors bon, on peut avoir un discours. Combien de morts? Mais ça ne va pas si on dit ça c'est une conspiration et on n'en parle pas. Parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour l'histoire contemporaine. Parce qu'à la fin, on va pas. C'est pas qu'on ne va pas avoir un débat, mais on va avoir un débat qui ne fonctionne pas bien. Je propose de faire ce débat sur les lignes surprise, me-hop, Lee-hop, ce qui est un discours américain. Parce qu'il y a des gens que je suis complètement surprise. Je suis absolument convaincu que Bush a dit la vérité, que c'est Bin Laden. Ok, ben voilà, pourquoi pas? Il y a des gens très intelligents qui ont cette position. Surprise. Puis il y a des autres qui disent ah, non, je suis complètement me-hop. Je suis complètement convaincu, Bin Laden, il n'a rien à faire. C'est les Américains, ils ont fait eux-mêmes. Ah bien, voilà, une autre position. Et un troisième qui dit ah, je suis entre les deux. Je pense que Bin Laden a fait des attentats, mais les services secrets américains, ils auraient pu l'empêcher, mais ils n'ont pas fait extra pour avoir le terrorisme ou pour choquer tout le monde. Et là, si on a des gens comme ça qui s'expriment clairement, qui après disent pourquoi ils ont cette position, c'est ça la science. Il faut dire qu'en Amérique, il y a un débat sur le 11 septembre. Et Architects and Engineers for 9/11 Truth, eux, ils sont actifs. Mais voilà, il faut quand même dire, ils ne sont pas à CNN, ils ne sont pas à Fox News. Hein. Ça reste des groupes, des groupuscules aussi. Mais c'est quand même des milles de personnes. Ce n'est pas des centaines, c'est des milles. En Allemagne aussi, il y a un discours sur le 11 septembre avec Andreas von Bülow. Il y a d'autres personnes, Gerhard Wisniewski, qui sont là dans le débat. Et moi aussi, je participe dans ce discours sur le 11 septembre en Allemagne et en Suisse. Je dis qu'il faut quand même une nouvelle recherche. Je parle du World Trade Center 7. Et c'est bizarre, là. Des fois, j'ai une présentation devant une banque, par exemple. Je fais des présentations, des public lectures. Et là, les gens, il y a une grande partie qui ne savent rien du tout. Rien du tout sur les guerres secrètes. Ils n'ont aucune idée du World Trade Center 7, ils n'ont aucune idée des détails de la guerre en Ukraine, par exemple, ce que George Friedman a dit, ils ne savent pas. Mais ils trouvent intéressant. Donc il y a un débat sur les guerres secrètes. Mais aussi ici, c'est difficile d'y parler parce que ce terme conspirationniste, il est toujours là et il est utilisé pour empêcher les discours. Et je dis en Italie aussi, il y a un discours. Et en Autriche, il y a aussi un discours. Et en Angleterre aussi, il y a un discours sur 11 septembre. Mais le discours sur la guerre secrète, disons, pour beaucoup de gens, il n'est pas dans le journal. Il n'est pas sur la télévision. Ou s'il est à la télévision, c'est à 11 h la nuit, une documentation. Mais pas 8 heures. Et il me semble que c'est plutôt sur YouTube. C'est sur YouTube et les gens, ils s'envoient des films. Ils disent voilà un interview que je trouve intéressant, ou voilà un film que je trouve intéressant. Et ça, je trouve intéressant, moi, parce que maintenant, avec on appelle ça la révolution digitale. Et on le voit déjà que ça transforme notre forme de communication. C'est clair. Tout le monde est là avec un smartphone, tout le monde est là
avec une caméra, avec un micro, c'est très facile, ça ne coûte rien. On peut le mettre sur Internet, ça ne coûte rien du tout. Et après, il y a un groupe de communication qui n'existait pas avant. Disons, il y a 30 ans, on n'aurait pas pu faire ça, parce que comment le diffuser, comment faire, comment l'enregistrer. Les appareils ils étaient très lourds, là, les gens ils venaient avec une caméra comme ça, très cher, donc ce n'était pas possible. Et là, je trouve que c'est vraiment une chance. C'est une chance, on a cette chance depuis, je dis, 10 ans peut-être, 5 ans. Ah, c'est nouveau, hein, c'est très nouveau. Et moi, je suis très content de le voir parce que je trouve très excitant cette révolution dans les médias. On voit par exemple les gens qui lisent le journal. Mon grand-père, il a lu le journal, mon père, il a lu le journal, c'est un journal en papier. Donc, chaque matin, il a lu le journal et c'était toujours le même. Et pour lui, c'est un peu les journalistes qui lui expliquaient le monde. Et là, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Hein. Alors, les gens, ils ne lisent pas le journal au papier. Il y en a encore quelques-uns, mais plus beaucoup. Et ils ne lisent pas un journal, mais ils sont sur plusieurs sites Internet. Je parle des gens qui ont 20 ans, 30 ans. Et ils s'envoient des clips YouTube. Clairement, des clips qui sont un peu débiles sur un chien qui mange plus vite qu'un autre chien, des choses comme ça. Mais pas seulement, pas seulement. Ils s'envoient aussi des clips sur la politique internationale. Et là, je trouve que c'est intéressant. Parce que là, c'est plus un monopole. C'est plus un monopole d'opinion, mais c'est plutôt un discours digital. Et à la fin, on va avoir un système de communication, j'espère, qui soit plus ouvert. Et j'espère aussi un système dans lequel les gens peuvent s'exprimer qui sont contre la guerre, qui sont contre le terrorisme manipulé et qui sont contre la torture. Parce que là, ces gens-là, ils existent partout. Je suis un de 1000 personnes qui font les recherches sur ces sujets. Je ne suis pas seul, hein. On est beaucoup. On est vraiment beaucoup. Peu d'universitaires, quand même. Oui, les universités, ils ont... Ouais, pas trop, c'est vrai. Pour les universités, là, je dis, quand j'ai fait ma thèse sur le terrorisme manipulé et les armées secrètes de l'OTAN, l'université a dit, mais pourquoi lui fait des recherches comme ça? Tu ne veux pas faire les recherches sur les chatons suisses dans le XVIe siècle? J'ai dit, non, je ne suis pas intéressé, vachement. Mais voilà, ce discours sur le terrorisme manipulé, il est très, très intéressant et j'espère que d'autres historiens vont le continuer. Voilà.